Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Le Mali, enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. Une crise politique qui va de pair avec une grave crise sécuritaire que traverse le pays depuis 2012. La CEDEAO avait obtenu des autorités issues du putsch d'août 2020 l'engagement qu'elle rendrait le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Les autorités disent aujourd'hui ne pas être en mesure de respecter cet engagement et s'octroient un délai de 5 ans. La CEDEAO a depuis décidé de fermer les frontières de ses États membres avec le Mali et d'imposer de lourdes sanctions économiques, notamment à travers l'UEMOA. Des décisions que le gouvernement malien a aussitôt dénoncées. Alors, quelles sont les conséquences des sanctions infligées par la CEDEAO au Mali et quelle sera l'issue de ce bras de fer? Pour en parler, je reçois le docteur William Aglonon, politologue. Bonjour, Bonjour et Fatih. bienvenue. Merci. Et le journaliste Valentin Bougagne. Bonjour. Bonjour Fatih. Et merci d'être présent. Alors, messieurs, le dimanche 9 janvier, donc, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont adopté des sanctions contre le Mali. On va les lister et puis parler des conséquences immédiates. La fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la BCEAO, le rappel des ambassadeurs et puis ces fameuses troupes... L'attente. Exactement. Alors, quelles sont les conséquences immédiates, du moins à court et long terme, directes et indirectes, de toutes ces sanctions pour le Mali? Merci. Je pense que les premières conséquences, puisque les sanctions sont économiques, donc c'est des conséquences sur le développement du Mali, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est pratiquement sous embargo, le Mali est plus ou moins asphyxié. Lorsque vous asphyxiez l'économie nationale, vous asphyxiez complètement le pays. Donc je pense que le message des chefs d'État de la CEDEAO a été d'une grande fermeté, c'est d'être très ferme envers le Mali, avec des conséquences qui sont partagées pour toute la sous-région, parce que le Mali reste un membre intégré de l'espace communautaire et avec des interactions et puis des politiques de coopération économique avec beaucoup d'autres pays. Donc, il y a des opérateurs économiques de ces pays qui vont en pâtir. Mais au-delà de toutes ces sanctions économiques, c'est quand même une manière de redéfinir un peu la position du Mali au sein de la CEDEAO, mais en même temps de dire aussi quels sont les rapports que ces États, en tant que membres, doivent désormais envisager avec l'institution, enfin avec l'organisation communautaire, c'est-à-dire peut-être que dans une certaine mesure, on perd un peu de sa souveraineté quand on est membre de la CEDEAO. Valentin Bougagne, sur les conséquences, il parle d'asphyxie, d'embargo, Ce on sont y est. des sanctions très dures qui vont avoir forcément un impact assez dramatique si elles se prolongent, que ce soit sur la vie des populations, que ce soit également peut-être sur le fonctionnement de l'économie, sur le fonctionnement de l'État malien lui-même. L'État malien lui-même, qui était déjà un État assez déliquescent, sans gros moyens, va se retrouver asphyxié au plan économique. Donc c'est tout ce qui concerne les investissements et autres dans le domaine social, dans le domaine même de la lutte contre le terrorisme et autres. C'est tous ces investissements qui vont marquer un coup d'arrêt, puisque là, avec le gel des avoirs à la Banque centrale, et justement le repli des autres partenaires techniques et financiers, l'économie va être asphyxiée. Puis deuxième grosse conséquence, là, sur les populations elles-mêmes, c'est que le fait qu'on ferme les frontières pour un pays enclavé comme le Mali, qui dépend à plus de 80% de ses importations de l'extérieur, c'est dramatique. Les produits, c'est vrai, on a essayé de mettre hors de ce champ de l'embargo les produits alimentaires essentiels, mais cela dit, ça va être très très difficile. L'approvisionnement pour les autres matières dont a besoin l'économie, notamment le ciment et le fer et autres, tout ça, ça va être bloqué. On le voit aussi avec les blocages de part et d'autre de la frontière, notamment la frontière du côté ivoirien comme du côté sénégalais, avec des camions qui ne peuvent l'arrêt. Voilà, l'arrêt des camions et autres. C'est dramatique à la fois pour le Mali, ses populations, mais aussi même pour les pays Les limitrophes, notamment, j'allais dire. parce que l'essentiel
le transfert du fret, par exemple, malien passe par le port de Dakar et le port d'Abidjan. Mais Air Côte d'Ivoire, en tout cas, même les structures aériennes qui stoppent leur vol en Côte d'Ivoire, notamment, on a plus d'1 million de Maliens. Bon, les conséquences ne sont pas que pour le Mali. Vous nous dites aussi, on a entendu un peu partout que ces sanctions sont particulièrement sévères, mais elles sont, on va dire, elles sont pas définitives. La CEDEAO nous rappelle que ces sanctions, c'est pour obliger la junte à revenir sur les tables de négociation, et notamment au sujet de ces fameuses élections, puisque selon la CEDEAO, ces sanctions ont été prises en raison de l'incapacité de la junte au pouvoir à respecter la date limite prévue en février pour la tenue d'élections visant à rétablir un régime civil. Messieurs, très franchement, la CEDEAO pouvait-elle agir autrement? N'est-elle pas dans son bon droit? En tapant aussi durement sur le Mali. Alors, il y a plusieurs éléments d'analyse, parce que je pense qu'il faut sortir du manichéisme ambiant. Il ne faut pas être soit pour la CEDEAO, soit pour le Mali. Là n'est pas le débat. Je pense que dans la décision de la CEDEAO, il y a quand même des éléments pertinents. La CEDEAO dit ne faisons pas confiance à la junte, au pouvoir, ne croyons pas en sa bonne foi de transmettre le pouvoir aux civils dans un délai raisonnable, parce que ce qui nous est proposé comme argument, et d'ailleurs le chronogramme même ne tient pas. La CEDEAO estime aussi que l'analyse, puisque le Mali dit que ce chronogramme est issu des assises nationales. La CEDEAO dit que ces assises n'ont pas un caractère consensuel parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été écartés et d'autres qui se sont désolidarisés. Et compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons pas considérer qu'un chronogramme qui soit issu de ces assises tienne la route. Et dernier élément que la CEDEAO n'accepte pas, c'est qu'une transition ait la même durée qu'un quinquennat, que tout un quinquennat. Donc pour la CEDEAO, c'est une symbolique forte, ça, quand même. Donc il y a des éléments qui relèvent du dilatoire. Donc pour eux, c'est que la junte au pouvoir trouve des moyens pour s'éterniser, ou du moins alors pour les distraire pendant un temps, quitte à trouver les ressorts nécessaires pour s'éterniser au pouvoir. Alors, cette analyse va justifier, dans une certaine mesure, les sanctions qui sont prises. À vrai dire, on ne sait pas si toutes ces sanctions sont légales. Je ne sais pas dans quel test il est prévu, par exemple, l'instrumentalisation des institutions économiques pour sanctionner un État. Non, mais est-ce que c'est légal? C'est vrai que la junte nous dit que ces décisions sont à la fois illégitimes et illégales, mais pourquoi elles seraient légales? Il y a déjà eu des précédents pour la BCEAO. C'est pas la CEDEAO, mais c'est l'UEMOA qui a imposé cette décision du gel des avoirs au niveau de la BCEAO. Et pourquoi seraient illégales, selon vous, ces sanctions? Disons, pour revenir à la question centrale, est-ce que la CEDEAO était dans son bon droit? On va dire oui. Bon, la CEDEAO, c'est aussi ça fait partie de ses compétences de pouvoir donc prôner le retour à l'ordre constitutionnel normal dans un pays lorsque celui-ci est arrêté brutalement par des voies anticonstitutionnelles. Donc, de ce point de vue, la CEDEAO est tout à fait dans son droit, appuyée par les différents textes de l'organisation, notamment le protocole sur la bonne gouvernance, dans la démocratie et la bonne gouvernance, qui, cela dit, n'a pas été abondamment ratifié par les États pour pouvoir véritablement entrer en vigueur. Et il y a donc ce bon droit dans le principe. Maintenant, quand on va plus loin, pour s'interroger sur la légitimité, parce que vous savez, il y a la légalité d'un côté, il y a la légitimité aussi de l'autre. Il faut généralement, l'idéal, c'est que les deux aillent ensemble. Lorsqu'on s'interroge maintenant sur la légitimité de ces sanctions, c'est là où les positions divergent. Plus fortement, on va dire, parce que même sur le plan légal, certains estiment que les textes ne sont pas assez clairs pour décider, donc, comme disait William tout à l'heure, de l'instrumentalisation, par exemple, des institutions financières pour asphyxier un pays. Les textes, donc, déjà, de ce point de vue, tout le monde n'est pas d'accord, mais encore davantage au plan de la légitimité. Est-ce que la CEDEAO est tout à fait légitime à pouvoir demander cela, alors que, bon, sur le plan politique, eh bien, l'organisation communautaire n'a pas brillé par sa compétence sur les questions du Mali, notamment, parce qu'on le voit très bien. Il y a eu un précédent. Il y a eu le précédent du coup d'État contre ATT, paix à son âme, le pauvre.
qu'il a dégagé. Bon, Serval est arrivé en 2013, on a tout fait pour demander à la transition, il faut organiser rapidement les élections. Les élections ont été organisées et tout, mais peu de temps après, moins de 10 ans après, on a vu le résultat. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond qui n'ont pas été adressés et qui ne le sont toujours pas. Et je m'étonne quand même que la CEDEAO n'aille pas au-delà de l'aspect des sanctions militaires. C'est symbolique, c'est parfois même un peu folklorique. Mais alors quoi faire? Que faire? Vous écoutez? Oui, mais il faut aller au fond des choses. Je pense que, il y a deux. Mais là, la situation, je rappelle qu'elle était au départ provoquée par un coup d'État, en plus dans un coup d'État, et un calendrier non respecté pour un retour à l'ordre constitutionnel. Oui, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que en l'état, la CEDEAO ne pouvait pas laisser faire parce que la CEDEAO a prévenu. Il y a eu une démarche pédagogique, ça fait depuis novembre. Il y a eu une première sanction contre certaines personnalités politiques, etc. Et puis, depuis le 12 décembre ou le 21 décembre, la CEDEAO a monté d'un cran et a brandi la menace de nouvelles sanctions. Le problème, c'est la nature des sanctions qui ont été prises. Parce que dans le traité de la CEDEAO, il y a l'article 77 qui nous parle des sanctions qui sont opposables à un État qui se comporte mal. Dans ces sanctions, on n'a pas le gel de ses avoirs, ou du moins les sanctions de la Banque centrale. Maintenant c'est l'UEMOA. Je pense qu'il y a une distinction à faire. Mais dans la CEDEAO, il n'y a pas que des États de l'UEMOA. Non, mais là, c'est décision parce que ça concerne les pays francophones et encore qui utilisent le franc CFA. Ouais. La Côte d'Ivoire même a vécu ça. Donc... Mais lorsque vous prenez par exemple, si c'était le Ghana, un pays qui a sa banque centrale, est-ce que la CEDEAO aurait eu la possibilité d'imposer au Ghana de s'asphyxier lui-même? Donc je pense qu'il y a eu une volonté de sanctionner qui est normale au regard de la situation, parce qu'il ne faut pas encourager l'accession au pouvoir de cette manière. Et il faut montrer très clairement que même si la démocratie est imparfaite dans l'espace, c'est quand même le mode de légitimation politique. Donc, on ne vient pas au pouvoir par un coup d'État. Et quand ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il faut aussi que la CEDEAO se conduise en respectant les tests. Parce que là, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas si les sanctions sont de nature réelle à faciliter le dialogue, parce qu'au fond, le problème, c'est de continuer à dialoguer avec le Mali. L'objectif n'est pas d'écarter le Mali, et j'ai entendu des chefs d'État le dire, l'objectif, ce n'est pas d'écarter le Mali. Donc, il faut des sanctions qui permettent au Mali de revenir sur la table de négociation. Encore une fois, avait-il d'autres choix que de prendre ce type de sanctions? Disons que dans l'immédiat, en tout cas. Dans l'immédiat, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, dans l'immédiat, la CEDEAO était tout à fait fondée. Ça rentre dans son processus normal de réaction face à l'usage de la force pour changer un régime constitutionnellement élu. Donc, c'est tout à fait normal que la CEDEAO réagisse ainsi en sortant des sanctions qui vont crescendo. C'est-à-dire qu'on commence par l'interdiction de voyager d'un certain nombre de personnes, par la fermeture des frontières pour aller de plus en plus loin, là où ça fait plus mal, en espérant donc que le pays pris à la gorge ne revienne en arrière sur la table des négociations pour aboutir aux résultats escomptés. Sauf que là, dans le cas d'espèce, il faut bien se rendre compte, se poser la question de savoir déjà à qui ces sanctions feront le plus de mal. Nous sommes face à... Aux populations. Oui, aux populations. Nous sommes dans un pays, le Mali, qui est parmi les pays les plus pauvres de la planète, qui se débat comme il peut, et qui aujourd'hui, non seulement est un pays désintégré, qui a perdu une bonne partie de son territoire de fait, et qui en plus fait face donc aux effets, comme partout ailleurs, de la pandémie du Covid-19, avec une situation humanitaire déplorable. On parle de plus de 2 millions de personnes qui auront besoin d'ici peu d'assistance alimentaire. Est-ce que c'est l'opportunité de ces sanctions maintenant est vraiment... déclaré, est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Parce que ça va toucher, certes, peut-être les gens de la junte qui ne pourront pas... C'est rajouter une crise à une crise. Voilà, c'est aggraver la situation humanitaire et, par ricochet, donner davantage de légitimité à la junte au pouvoir pour dire, bon, écoutez, nous, on veut délivrer notre pays parce que notre pays est asphyxié depuis au plan militaire.
notre pays est occupé. Il y a des forces armées qui sont là, qu'il s'agisse des forces françaises de Serval, plus de Barkhane, plus de Takuba, plus bientôt, et que ce soit de la MINUSMA, toutes ces forces sont là et rien n'a changé au Mali par rapport. C'est vrai qu'au plan tactique, il y a eu quelques victoires et autres qui ont empêché aux groupes islamistes ou aux groupes irrédentistes de faire véritablement de cette région septentrionale du Mali un État dans l'État, c'est vrai, mais la situation sécuritaire s'est dégradée depuis. Et ça descend de plus en plus vers le sud avec des relents communautaires, ce qui est plus grave. Mais justement, sur la situation sécuritaire, parce que c'est l'un des arguments, on va dire, avancés par Assimi Goïta. La non-tenue de ces élections prévues initialement au mois de février, c'est dû à la situation sécuritaire. Là aussi, est-ce qu'on peut entendre cet argument? Est-ce que le Mali a la capacité et dans les bonnes conditions pour faire des élections dans un mois, comme l'aurait voulu la CEDEAO? Oui, je ne pense pas que la CEDEAO s'en tenait rigoureusement à cette date. Je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO a voulu négocier. Mais seulement, le chronogramme qui leur était proposé, puisque c'est eux-mêmes qui ont demandé, le chronogramme qui leur était proposé ne paraissait pas pertinent. Surtout que les assises nationales ont dit que la transition pouvait durer entre 6 mois et 5 ans. 6 mois et 5 ans. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, on peut atteindre un certain nombre de résultats en 6 mois, ou alors, donc la marche était grande. Et je pense que le Mali est très conscient, ou du moins Assimi Goïta est très conscient qu'à lui seul, il ne peut pas en venir, il ne peut pas régler la situation sécuritaire du Mali en l'état. Donc ce n'est pas non plus en perdant le soutien de la CEDEAO que le Mali va régler cette situation-là. Et ce n'est pas non plus en compliquant les relations avec les autres institutions, parce qu'au fond, quand ça a commencé au Mali, la CEDEAO a été la première institution à intervenir au Mali. Ça faisait partie de ses attributions, de ses compétences et de ses objectifs. Donc, il fallait pacifier le Mali. C'est vrai que la CEDEAO n'a pas souvent les moyens de sa politique, donc elle n'a pas pu faire grand-chose, etc. Et puis, d'autres forces sont venues, d'autres opérations militaires ont été déployées sur le territoire. Mais le problème, c'est qu'actuellement, se mettre à dos la CEDEAO, c'est compliquer les relations avec les autres institutions. Et c'est là où le Mali est obligé d'aller à la table des négociations. C'est là où le Mali est obligé d'entendre ce que dit la CEDEAO. Obligé à vous écouter, le Mali pourrait décider de quitter la CEDEAO. Là aussi, ce serait complètement suicidaire. Oui, ou, on peut le voir comme un suicide, comme on peut le voir aussi comme un acte d'héroïsme qui n'est pas forcément un acte suicidaire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, l'importance de la CEDEAO n'est pas démontrée s'agissant du cas du Mali, mais il faut aussi savoir que le Mali a des frontières avec des pays autres que des pays de la CEDEAO, notamment au nord avec l'Algérie, la Mauritanie. La Mauritanie qui a quitté la CEDEAO. Dans la CEDEAO, c'est vrai que le pays veut revenir, mais il n'y est pas encore. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des marges de manœuvre. Mais, encore une fois, avant d'en arriver là, je pense que les deux parties ont bien conscience qu'il faut revenir sur la table des négociations. Et comme je le disais tantôt, si ça se trouve, aujourd'hui, les négociations se tiennent. C'est vrai que ce n'est pas officieusement. C'est sûr, il y a des contacts. Les contacts ne sont pas rompus. Déjà, même le jour même où la prise des sanctions et autres, il y avait déjà une délégation de la junte pour négocier, pour dire non, au lieu de 5 ans, on va mettre 4 ans. Donc, je veux dire que c'est sur la table. Mais moi, mon problème, Fatih, mon problème sur le sujet, c'est qu'avant de déterminer une date, on ne doit pas être, dans le cas du Mali notamment, dans le fétichisme des dates. Parce qu'il faut déjà se poser la question, est-ce que les conditions qui ont amené ce chaos aujourd'hui au Mali, ces conditions-là, est-ce qu'elles existent toujours ? Auquel cas, il faudrait donc faire en sorte qu'elles disparaissent avant de pouvoir lancer un autre processus électoral. Est-ce que ces conditions, on peut les dépasser? Parce que n'oublions pas que la situation actuelle a été due, en tout cas dans son volet immédiat, à des élections contestées. Les élections législatives de 2020 qui ont été totalement contestées avec une invalidation de plus d'une trentaine de sièges par le Conseil constitutionnel, avec des manifestations de rue qui ont duré des mois et des mois avant d'arriver en août donc, à la destitution du régime Ibeka. Donc il y a un fait au Mali qu'on ne veut pas adresser, qui est déjà et qui amène tous ces changements brutaux de gouvernement. Il y a la gouvernance,
il y a le modèle même démocratique malien qui est défaillant. Que ce soit la démocratie malienne, que ce soit sa gouvernance, en tout cas pour tous ceux qui sont passés, ont montré leur faiblesse. Est-ce qu'on a résolu ces problèmes? Et à mon sens, la réponse militaire ne doit pas être la seule. Il faut absolument lui associer une réponse sociale, une réponse politique. D'accord, mais à vous écouter, les 5 ans, le quinquennat ne suffira pas, puisque les problèmes du Mali sont profonds et en plus, ils sont nombreux. Oui. Donc là aussi, si on doit tenir compte de la résolution de toutes ces problématiques nationales avant de réinstaurer l'ordre constitutionnel, on peut être encore là dans 10 ans avec Assimi Goïta au pouvoir. Oui, mais la réponse des chefs d'État de la CEDEAO est claire là-dessus. Ils estiment que ce n'est pas le régime en place, le régime militaire en place n'est pas à même de régler ces problèmes, justement. Et c'est pourquoi ils appellent le retour des civils au pouvoir, parce que la condition pour régler ces problèmes, c'est de créer un cadre à la fois démocratique, mais aussi de légitimité, parce qu'au fond, il faut sortir avec le Mali, et ce n'est pas que le Mali d'ailleurs, la Guinée et puis peut-être d'autres pays bientôt, il faut sortir de la seule démocratie procédurale qui consiste à organiser des élections et d'amener, de mettre quelqu'un au pouvoir. Parce que, de toute évidence, ça ne suffit plus. Parce que tous ces pays, les chefs d'État, que ce soit Ibeka, Alpha Condé, peuvent prétendre être arrivés au pouvoir par les urnes. Mais manifestement, le peuple, qui est le socle même de la démocratie, n'a pas toujours été avec eux. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que les élections ne suffisent plus. Et si les élections ne suffisent pas, c'est quand même la condition de départ. Et c'est ce que la CEDEAO est en train de dire à Assimi Goïta. Les élections constituent le préalable. Après, la légitimité populaire vient renforcer cette légitimité des urnes. Mais on ne peut pas, l'une ne pourra pas se passer de l'autre. Et aujourd'hui, le Mali, ou du moins Assimi Goïta, estime qu'avec la légitimité populaire, avec le fait que le peuple soit, ou du moins... les soutiennent. Le soutien visiblement, mais ça ne suffit pas, parce que ça, on ne peut pas quantifier, ce n'est pas rationnel. On ne peut pas s'appuyer sur une marée humaine qui soutient une décision ou qui manifeste contre une décision pour dire que le peuple est avec. Je voulais quand même faire remarquer qu'on avait dit la même chose au temps d'Ibeka. On avait dit que non, il faut qu'on instaure un régime démocratique. Et c'est comme ça qu'Ibeka est arrivé. C'est le régime démocratique instauré après les élections qui va résoudre les problèmes du Mali. On voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que les problèmes du Mali ont été résolus par ce régime? Qu'est-ce que ça coûte de mettre tous les problèmes à plat, d'essayer d'en résoudre le maximum possible pour donner au moins un semblant de légitimité et de légalité à ces élections? Est-ce qu'il faut aller coûte que coûte aux élections rapidement, comme on le dit, quitte à faire l'impasse sur tous ces problèmes-là? Parce qu'on ira aux élections, on votera pour un régime, ceux qui ont le plus d'argent aujourd'hui vont gagner, ceux qui sont à même de pouvoir mener une campagne électorale tout de suite vont gagner. Mais est-ce que la démocratie malienne aura gagné? Est-ce que le mode de gouvernance au Mali, qui est à l'origine, encore une fois, de tous ces conflits récurrents, est-ce que ce mode de gouvernance va changer fondamentalement? Ça, j'en doute. Le Mali semble régler ses comptes avec la France, à qui les autorités maliennes reprochent paradoxalement le désengagement et la présence, voulant même dénoncer, j'ai cru comprendre, les accords de coopération. Qu'en est-il exactement? On a un affrontement certains vous diront franco-russe sur le territoire malien, mais le ton est dur entre les deux pays quand même. Oui, je pense qu'on a écouté les propos du ministre français des Affaires étrangères qui n'étaient pas des propos très... Jean-Yves Le Drian, oui. À l'endroit du Mali. On a écouté la réplique du Premier ministre Fogel Maïga. Donc, c'est vrai qu'entre les deux, le torchon brûle. Mais en même temps, et ça fait partie des éléments de toute cette crise et aussi des éléments de la décision de la CEDEAO et des éléments de la réaction du Mali. Parce que pour le Mali, la décision de la CEDEAO, la France n'est pas étrangère à la décision ou aux sanctions formulées par la CEDEAO. Et effectivement, il y a des éléments de cette sanction qui paraissent quand même un peu... Mais ça, on en est sûr, là aussi, c'est en procès d'intention. Là, on n'en est pas sûr, mais quelque part... Il n'y aura pas un consensus de la part de tous ces chefs d'État et peut-être de puissances étrangères? Non, mais quelque part dans la décision de la CEDEAO, il est dit
que le Mali n'a pas le droit de prendre des mesures importantes, de faire des réformes structurelles importantes, que la junte au pouvoir n'a pas le droit de faire des réformes structurelles importantes. Or, en réalité, on se rend compte que ça fait quelques temps déjà que le Mali veut renégocier ses accords militaires avec la France. Le Mali noue de nouvelles relations avec la Russie, etc. Et on se demande bien quelles sont ces réformes structurelles importantes qu'on ne voudrait pas voir le Mali faire à cette époque, en ce moment-ci. Donc, je pense qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas occulter. C'est sûr que la France est une puissance qui, dans cette situation, ne voudrait pas partir par la petite porte. Il y a deux éléments, à mon avis, qui interviennent sur cette question. Le premier, c'est d'abord le facteur national. On sous-estime le nationalisme malien aujourd'hui, qui devient de plus en plus fort et qui en fait, témoigne de l'exaspération d'une bonne partie du peuple malien face à l'inefficacité de la présence française comme de la présence des autres forces européennes et internationales au Mali. Ça fait plus de 10 ans que ces forces sont là, rien n'avance. Il y a des enclaves même, des États dans l'État au nord, à Kidal par exemple, où l'armée malienne ne peut pas y être et assurer ses missions régaliennes. Eh bien, les gens se posent des questions. Mais pourquoi ils sont là et que rien n'avance? Et pourquoi quand le gouvernement dit, bon, écoutez, on va faire appel peut-être à d'autres forces pour voir si ça marche mieux, pourquoi est-ce que la France dit non? Les gens ne comprennent pas. Ça, c'est déjà un élément. Ça, c'est l'aspect national. Maintenant, il y a l'aspect international qui nous montre encore une fois que le Mali, en fait, il y a des intérêts qui sont au-dessus du Mali. On est aujourd'hui dans une géopolitique qui est en train de se refaire dans la région. Vous avez la France qui n'a pas les moyens, qui n'a plus les moyens de sa politique traditionnelle en Afrique, qui essaye donc de se coller, de s'agripper davantage à l'Europe pour européaniser donc les forces en présence en Afrique et autres. Et puis vous avez d'un autre côté d'autres acteurs qui interviennent, qui lorgnent, comme la Russie, à travers donc le groupe Wagner. C'est vrai qu'officiellement, ce n'est pas la Russie, mais les Russes sont là. Il y a d'autres acteurs qui interviennent et qui en rajoutent donc à l'aspect géostratégique de la région, à l'importance géostratégique de la région aujourd'hui aux yeux des différentes puissances, sans compter que quand on regarde par exemple les clivages qu'il y a eu au Conseil de sécurité quand à adopter une résolution sanctionnant le Mali, soutenant les résolutions de la CEDEAO, vous avez bien vu que ça n'a pas été unanime. Il y a eu des puissances comme la Russie ou la Chine qui n'ont pas voté pour. Dernier mot, s'il vous plaît. Ce vendredi 21 janvier, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche dernier à son domicile de Bamako à l'âge de 76 ans, est inhumé. Que faut-il retenir de cette personnalité politique? Quel bilan peut-on faire d'Ibrahim Boubacar Keïta? Je pense que c'est très difficile de faire le bilan, ou alors nous sommes en train de faire une partie de ce bilan, parce qu'il n'est pas étranger à tout ce que nous sommes en train de développer. Mais en même temps, il faut faire remarquer que c'est une grande personnalité. Humainement, c'est quelqu'un qui a marqué le Mali parce qu'il a été un serviteur loyal de l'État. Il a dirigé, ou du moins assumé des postes de haute responsabilité pendant des années. Il est devenu chef d'État. À un moment donné, je pense qu'il était complètement en déphasage, parce que c'est aussi ça le problème quand on dure trop sur la scène politique. À un moment donné, les visions, ce qui vous a motivé à entrer sur la scène politique, nous sommes dans un monde qui change et apparemment, il n'a pas su s'adapter. Un mot. Oh oui, bon, sur IBK, en bon africain, on va d'abord dire paix à son âme. On rend hommage à cette personnalité et autres qui nous quittent. C'est humain, mais sur le plan politique, on peut dire qu'il a fait de son mieux, mais malheureusement, ça n'a pas été assez pour pouvoir sortir son pays du chaos. Alors, ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes de Bossuet. » Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI.